David Hervé a 37 ans. Ostréiculteur à Marennes-Oléron, au sud de La Rochelle, il a pris la succession de son père il y a 10 ans. Il est reconnu comme l'un des meilleurs. Mais aujourd'hui, une prolifération d'algues met ses huîtres en péril. C'est vraiment catastrophique parce que on ne peut plus rien faire quand les algues sont là. C'est le fléau et le combat, j'espère, de cette année et pas des suivantes. Ève Planès a 21 ans. Ses parents élèvent des canards pour le foie gras dans la région de Perpignan. Comme ça, mais en plus. Elle a décidé de faire mieux et de se lancer dans les oies dont le foie, pour les esthètes, est bien plus raffiné. Mais gaver des oies est beaucoup plus difficile. Épuisé, vidé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'y arriverai, j'y arriverai. Virginie Duroc-Danner a 30 ans. Elle vient de changer sa vie pour le chocolat. Elle a vendu son appartement, plaqué son travail, pour se lancer dans la fabrication de chocolat qui ressemble à des bijoux. Mais vendre des douceurs aussi luxueuses n'est pas facile. Je viens de prendre conscience d'arrêter ou de continuer. Et si je continue, il faut tout changer. Thiébaut Hubert, 35 ans, vigneron en Bourgogne. Pour son prochain millésime, il va passer beaucoup de temps à préparer d'étranges mixtures. C'est la biodynamie. Il n'aura plus recours aux moindres produits chimiques. En cas de problème, il pourrait perdre toute sa récolte. Il y a un risque. Il y a un risque. Si je ne fais pas vraiment très attention, il y a un risque quand même. Mais il ne faut pas que ça arrive. Et je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Parce que sinon, là, je suis mal. 4 jeunes, passionnés des saveurs, qui vont prendre bien des risques pour tenter d'atteindre l'excellence. À 5 km de Beaune, des appellations parmi les plus prestigieuses de Bourgogne. Là, c'est mon fief. On est entre Pommard d'un côté, Volnay de l'autre. Voilà, c'est là que s'étend mon exploitation viticole. Donc, je suis vigneron. J'exploite 6,5 hectares en bio depuis quelques années et en biodynamie depuis cette année. Le bio n'utilise pas de produits chimiques. La biodynamie va nettement plus loin. Il s'agit de retrouver le savoir des anciens et de prendre en compte la position des planètes pour soigner la vigne. Il y a déjà longtemps que Thiébaut n'utilise plus de désherbants. Les vignes de son voisin sont gorgées de produits qui éliminent les herbes, pas les siennes. Des viticulteurs ont pris conscience que l'on abuse de ces produits phytosanitaires, comme disent les chimistes, et ils tentent de revenir vers un mode de culture naturelle. Thiébaut s'intéresse à ces méthodes nouvelles. Cette année, il va franchir le pas. Je suis pas non plus un 68 art sur le tour, quoi, mais ouais, j'adore ça parce que j'aime la terre, j'aime la nature, quoi. Donc, puis j'ai 4 enfants et j'ai envie qu'ils aient une belle nature. En Bourgogne, les propriétés sont morcelées, les parcelles souvent très petites. C'est le cas de celle de Thiébaut. Il produit 11 vins différents, des rouges comme un Pommard et un Volnay, ou des blancs, un aligoté ou son plus prestigieux, un Puligny-Montrachet. Bonjour Pierre. Ah, salut Thiébaut. À la fin de l'hiver, tout commence avec un rendez-vous avec son fournisseur de tisanes et autres préparations biodynamiques. De la bouse de corne préparée. Oui, enfin, moi j'ai l'intention. De la silice. Voilà. Et puis peut-être des tisanes. Thiébaut a suivi un stage, mais c'est aujourd'hui qu'il va découvrir les produits en question. Ici, eh bien, tu vois, on stocke les préparations ici. Donc ici, ça c'est la préparation bouse de corne préparée, qui est vraiment voilà, de l'humus. Hein. C'est la préparation de base de l'agriculture biodynamique.
Et on a introduit ça dans des cornes de vache. Les cornes de vache servent un petit peu d'une sorte de condensateur. Et on enfouit ces cornes pendant 6 mois, pendant la période d'hiver. Et au bout de 6 mois, à partir de la bouse de vache fraîche et bien odorante, eh bien, on obtient ça. Et là, on sort donc une substance qui est totalement métamorphosée, qui sent oui, l'humus, voilà. Donc ça, c'est resté enterré tout l'hiver. Oui, tout à fait. Ça peut paraître, moi aussi, là, ça me surprend un peu de voir tout ça, mais j'en suis convaincu. Donc voilà, maintenant on va essayer et puis je suis persuadé des résultats. Ça sert à quoi? Alors ça aide beaucoup à la restructuration des sols, essentiellement aussi au développement racinaire de la vigne. Ouais, donc moi en fait là, ce que j'utilise c'est il y a 6 cornes quoi, il y a 100 grammes par corne à peu près. Pour ton année, voilà. D'accord. Hein, ça devrait faire la balle. Ouais. Oui, seulement ça, oui. Et qu'on va rediluer en plus. Mais c'est pas que c'est concentré. On a, si vous voulez, la biodynamie, sa préoccupation, c'est pas de travailler avec des quantités de substances, mais d'essayer de travailler avec des forces. Vous n'êtes pas surpris quand vous savez, par exemple, que gros comme une orange de plutonium, c'est capable d'empoisonner la Terre entière. Hein? Voilà, ça surprend personne, ça. Hein. Mais de voir que 100 grammes de préparation, c'est capable de rayonner sur 1 hectare, les gens n'y croient pas parce que c'est organique, parce qu'on le fait soi-même, etc. Voilà. Ouais. De quartz. Préalablement, oui, ils ont été cassés au marteau. Hein, ouais. Et on essaye d'avoir des choses qui soient déjà de belle qualité. Et on va les broyer au pilon. Deuxième préparation pour soigner ces vignes, de la silice broyée. Vous avez imaginé que c'était fait comme ça? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, ça me sidère même. Là aussi, des doses infinitésimales. Quelques dizaines de grammes pour ces 6 hectares et demi. Tamisé, ce qu'on a obtenu. Mes collègues viticulteurs, etc., hein, ils ont tout de suite un a priori biodynamique. Effectivement, on passe pour des sorciers. De toute façon, tes vignes, elles vont être foutues. Tu n'auras que de la maladie, ton rendement va chuter, etc. C'est faux, c'est des idées préconçues. Et vraiment, je ne considère plus ça comme de la sorcellerie, même si à un moment, j'ai pu même... mais parce que je ne savais pas ce que c'était. Alors ceux qui vous traitent de sorciers, alors vous leur répondez quoi? Je ne pense pas qu'on puisse traiter de sorciers, ni même ridiculiser les centaines, et même les milliers aujourd'hui de personnes qui emploient la biodynamie, parce qu'ils ont vu chez eux que ça restructurait leur sol, que ça aidait leurs plantes à revivre. Hein? L'agriculture conventionnelle aujourd'hui, c'est une catastrophe absolue dans le monde entier. Une pollution de la terre, de l'eau, de l'air. Et avant de critiquer la biodynamie ou la bio, il faudrait déjà voir qu'est-ce qu'a donné cette agriculture très productiviste, à la fois dans la destruction des paysages, dans la malbouffe et dans le mal-être aussi des paysans aujourd'hui. Nous sommes au printemps. Tout l'hiver, Thiébaut a soigneusement recueilli les eaux de pluie. Il n'utilisera rien d'autre pour soigner ses vignes. C'est avec cette eau qu'il va répandre les traitements concoctés par son préparateur. Sur les 6 hectares et demi qu'il exploite, il n'est propriétaire que de 2 hectares hérités de sa grand-mère maternelle. Le reste, il le loue. Le père de Thiébaut est alsacien et ingénieur chimiste. Il y a encore beaucoup de gales. Ses parents sont de grands connaisseurs. Ils savent déguster. On aurait dû commencer par le vol. Il y a de la matière là-dedans, oui. Ouais, il est assez tannique. Pour un volnay, il est tannique. Alors là, à partir de 2005, je vais donc convertir tout le domaine en biodynamie. Vous savez, c'est la formation là, que je suis depuis un petit moment. Là. La première chose, c'est d'essayer de mettre le moins de produits possible, tout en gardant mon objectif principal, qui est quand même une qualité de raisin irréprochable. Parce que de toute façon, si on n'a pas de beau raisin, on ne fera pas de vente. Et la position des astres, d'après ce qu'on a entendu de la biodynamie. Ah oui, ça c'est... Alors moi, ça c'est un truc encore que je ne maîtrise pas trop. J'applique le cahier des charges. S'il faut passer une bouse de corne à 60 grammes hectare tel jour parce que la lune est dans le taureau et le soleil est dans le bélier, je le ferai. Tu le feras, bah oui. Pour l'instant, c'est pas ça qui m'a amené à la biodynamie. J'espère. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, mais pourquoi pas? Why not? Hein, c'est lui le responsable, c'est lui qui fait les choix. Nous, on lui laisse, on lui fait entière confiance depuis le début. Bon, le rationaliste qui a une petite culture scientifique, il est un peu pas sceptique, réticent. Je m'interroge, je suis modeste devant l'événement.
qu'ils ont peut-être raison. Bon. Non mais ouais, l'aspect cosmique en fait c'est quoi? Quand on dit que la lune est dans le taureau et que le soleil est dans le bélier... Tout c'est que le vigneron il soit pas dans la... Voilà, dans la mouise. Bon. Je suis assez cartésien aussi, hein. Vous me connaissez, je suis pas un fou, je suis pas un sorcier à danser autour de la table. Enfin si, mais tard le soir. Tu vas pas nous faire une secte. Voilà. C'est le principal. La biodynamie nécessite en effet un certain dynamisme. La plupart des interventions sur la vigne doivent se préparer ou se réaliser à des heures où les vignerons classiques dorment. Il en faut combien? 4 grammes pour 1 hectare. Donc autant vous dire qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Alors cette préparation biodynamique, la silice, il faut la mettre donc le matin très tôt, et tant qu'à faire dans de bonnes conditions au niveau astral. Donc c'est pour ça que je regarde ce petit calendrier, ce qui est le calendrier d'Esmi, qui est en fait un calendrier lunaire et astral, ce qui me permet de voir et de choisir le meilleur jour. Et bien donc là aujourd'hui on est en ce qu'on appelle en jour fruit jusqu'à 15h solaire. Donc les jours fruits c'est par rapport à la position de la lune. Et donc à chaque fois que la lune passe devant une constellation, dans un triangle de constellations, on détermine un jour. Alors tantôt ça va être un jour racine, parce que la lune se trouve entre le taureau, la vierge et le capricorne. Par contre, quand la lune va être devant le bélier, le lion ou le sagittaire, là on sera dans un jour fruit. Donc là, on va favoriser la récolte. Aujourd'hui, c'est les bonnes conditions. Donc comme on va la mettre le matin, ce matin, à de bonne heure, voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Son eau de pluie doit être dynamisée avec les quelques grammes de silice qu'il va y ajouter. Dynamisée, c'est-à-dire brassée pendant 1 heure pour qu'elle soit très oxygénée. Thiébaut a une employée, Jocelyne, qui depuis le début l'aide dans tous les travaux de la vigne. Pour être efficace, sa préparation de silice doit être pulvérisée sur les feuilles avant que le soleil ne soit trop haut dans le ciel. Le bruit qui saute. Ça va être bien. Ah là, c'est le meilleur moment de la journée. Ah là, le casse-croûte dans les vignes, c'est réellement pour moi un moment de bonheur. Parce qu'on a une vue, regardez, en plus là c'est une de mes vignes préférées ici. On est sur les dessus de Pommard. On a un dégagement, une vue sur Beaune, sur Pommard. Puis là on a des conditions idéales. Donc, c'est là que je suis bien, moi. On revit là. C'est vrai, hein. Et puis la récolte 2005, hein. Oui. En devenir, qu'on la prépare bien. Très bien. Le problème de l'hélico, c'est que les voisins, ils en prennent, quoi. Donc, rien à faire. Si on a une parcelle comme ça, et moi je suis en bio à côté, ou en biodynamie, mon rôle est quelque part complètement, et mon action est complètement inhibée par le fait que lui, il traite à l'hélico, donc ça déborde forcément de la parcelle. Maintenant, on en reste toujours, comme on est très morcelé, le problème c'est les voisins, quoi. Parce que là, les produits sont quand même très très concentrés, quoi.
Des produits chimiques concentrés, au point que les hommes qui les répandent sont obligés de se protéger comme s'il s'agissait de substances très toxiques. Mais si les vignes de Thiébaut sont attaquées par des maladies, parviendra-t-il à sauver sa récolte? Rueil-Malmaison, banlieue ouest de Paris. Virginie a quitté le cabinet d'avocats qu'il employait pour créer un laboratoire. Il y a 2 ans, elle a pris des cours de pâtisserie et elle a eu une révélation, un coup de foudre. La chocolatière, la vraie, prête à livrer bataille. Une chocolatière un peu particulière. Les créations qu'elle imagine sont toujours en couleur. D'ailleurs, ses outils de travail sont beaucoup plus ceux d'un peintre que d'un chocolatier. Là, je suis en train de peindre chaque chocolat. On peint directement sur le moule pour que la sérigraphie se fasse sur le chocolat après. Cette peinture n'est évidemment pas de la peinture, c'est du beurre de cacao qui a été coloré avec des colorants alimentaires naturels. Je ne fais que du sur-mesure. Le chocolat, c'est mon bébé. C'est viscéral, c'est là. C'est le bijou. Du sur-mesure, Hasard. en toute petite quantité. Hasard. Du très haut de gamme. C'est le plus beau chocolat du monde. Et ce chocolat, en toute simplicité, 12 grammes, 10 jours de travail. Tentation. Ganache au gingembre. Elle a 30 chocolats différents. Caprice. Praliné noisette coriandre. Délire. 30 saveurs. Ganache aux épices. Frisson. 30 noms. Frisson, c'est une ganache à la menthe fraîche. Et voilà. Mais j'ai commencé, je le faisais tout noir, le chocolat. Je me suis pas mise à faire des couleurs spontanément. Mais je le trouvais tout nu, le chocolat, quand j'ai commencé à travailler. Tout quoi? Tout nu. Tout nu. Le chocolat en passant dans ses mains s'habille, effectivement. En tenue de soirée, en tenue de fête. Là, je finis le paquet. Donc, il y a une carte avec les coordonnées. Un petit diamant. Le diamant sur un paquet de chocolat. On ne se refuse à rien. Le diamant sur le paquet de chocolat. J'aime. 37 € la boîte de 20 chocolats. 110 € le kilo, difficile de trouver plus cher. C'est elle-même qui les livre car elle n'a pas de boutique. Je décore le futur sac en chocolat. Vous êtes en train de faire un sac? Un sac à main en chocolat? Un sac à main en chocolat. Virginie est décidée à surprendre. Elle invente sans arrêt des formes, des matières, des couleurs. Son idée actuellement, faire une collection de sacs à main en chocolat. C'est difficile. C'est méticuleux. Je vais décoller le calque. La matière est très réussie. C'est fabuleux. Vous pensez que c'est du chocolat? Elle a quelques clients, mais pas suffisamment pour en vivre. Faire ce que je fais, la haute couture, peindre les chocolats, c'est pas viable. En termes, c'est pas rentable. Aujourd'hui, je viens de prendre conscience du besoin tout de suite maintenant, dans les semaines qui viennent, d'arrêter ou de continuer. Et si je continue, il faut tout changer. Tout changer, ce serait avoir une boutique et salarier un employé. En fait, pour se lancer dans le chocolat, Virginie a sacrifié son indépendance. Elle a vendu son appartement et est retournée vivre chez sa mère. Christine, vous avez vu les chiens? Non? Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est chez vous, Virginie? Non, ça c'est chez ma mère. Sa mère est riche, elle a accepté de la loger, mais elle ne l'entretient pas.
Et là, c'est chez moi. Enfin, là, c'est chez moi. Donc là, vous êtes dépendante de votre maman, en fait. Oui. Je suis dépendante et dépendante et reconnaissante, dépendante. Vous faites partie d'une famille qui a énormément d'argent et ça a l'air de vous gêner, de vous rendre mal à l'aise. Ouais, je suis pas très confortable parce qu'il y a des étiquettes qui se mettent vite, que ce qui peut être à ma famille n'est pas à moi. On m'héberge, ce qui est déjà... Voilà. Mais c'est gênant. Truffe! C'est qui, Truffe? C'est le chien. Truffe et Ganache, ses chiens. C'est comme cela qu'elle a baptisé sa marque. Virginie n'a pas encore consulté un grand professionnel sur les qualités de ses productions. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec l'un des meilleurs chocolatiers de France pour lui faire goûter et écouter ses critiques. J'ai apporté les bébés, ils sont là. On ferme. Et cacher le MOF. Ah tiens. MOF, cela veut dire meilleur ouvrier de France. Ça va? Il s'appelle Philippe Bell. Bon voyage. Très bon. Et voilà. D'accord. Très lumineux. Tu es tout seul pour faire tout ça? Oui. Parce que là, faire ça aujourd'hui tout à la main, c'est quand même impressionnant. Hein. Là, c'est le luxe extrême. C'est le bijou? Ouais. Ça, c'est folie. Si, c'est très bon. C'est correct, rien à dire. Rien à dire, ça sent la passion, c'est marqué, c'est pas trop fort. Acidité, mais pas trop. Très bien. C'est très bien. J'arrive pas à sentir le café. Hein. Vous n'avez pas senti le café? Nous voilà bien. Non, on ne sent pas du tout. Exact. Le dernier? Très bon. Là vraiment. Très bon. Celle-là, elle est bien, ouais. Je suis très contente. C'est bien maîtrisé. Je suis relativement admiratif de ce que vous faites quand même. Hein. Et les goûts sont corrects. Hein. Dans les défauts, je dirais que sur certains travaux, je pense qu'elle passe beaucoup trop de temps sur des décors au pinceau ou des choses comme ça. Je dis que c'est presque dommage. Je pense qu'il faut que tu ouvres ton laboratoire ou que tu ouvres une boutique. De toute façon, tu peux pas rester... Il faut que je change, de toute façon. Tu vas souffrir. Ah mais je souffre déjà, là, j'agonise, là, présentement. Donc, Elle agonise financièrement. Va-t-elle parvenir à s'en sortir? Les petits matins sont frais en février dans le Périgord. Ève est en train de terminer un stage qui lui donnera le droit de s'installer comme jeune agricultrice. Un stage de 6 mois sur le terrain, au cours duquel elle a appris à faire du foie gras haut de gamme. Bah t'es affamé, hein, mon petit loup? C'est mon dernier jour, là je fais mes bagages cet après-midi et je m'en vais. Et je commence à travailler lundi avec la famille et je vais commencer à gaver mi-mars. Vous vous lancez dans quoi? Dans le foie gras d'oie. Dans le foie gras d'oie pour... parce que l'oie, c'est plus mignon qu'un canard. Non, c'est pour, je trouve, meilleur le foie gras d'oie. Un autre rêve. Leur Ève. Ce sont les 2 maîtres d'apprentissage qui l'ont formée. Et vous n'étalez pas. Ce n'est pas du beurre. Ce n'est pas du beurre. Vous voulez juste, voilà, et si possible, plus de foie gras que de pain. N'est-ce pas? Tu te rappelleras? Les épicuriens, ils ne jureront que par le foie gras d'oie, parce que ça reste le summum. C'est-à-dire qu'un foie gras d'oie va être beaucoup plus présent et plus long en bouche en termes de goût. C'est-à-dire que le goût reste accroché aux papilles et va perdurer dans le temps. C'est très très bon. Moi j'adore. Hein. Moi je mangerai que ça toute ma vie. Hein. Salut à toi. Bon. Et merci beaucoup. Bah écoute, bon courage. Au revoir. Allez, salut.
elle va faire partie des rares gaveurs qui se lancent dans l'oie aujourd'hui. C'est dans la région de Perpignan que les parents de Ève sont installés. Ils élèvent des canards en plein air pour le foie gras qu'ils commercialisent à la ferme et sur les marchés. Les oies, c'est nouveau. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais. 28 oies que les parents de Ève ont élevées pendant qu'elle terminait son stage dans le Périgord. Les 28 premières oies qu'elle va gaver. Voilà, c'est bien. On va se calmer. Ces oies élevées en plein air ont 5 mois, le bon âge pour donner du foie gras. C'est bon. Les parents de Ève connaissent les difficultés que l'on rencontre pour faire du foie d'oie. Ils ont été un peu surpris par la décision de leur fille aînée, mais ils n'ont pas tenté de la dissuader. Elle est un petit peu nerveuse. C'est difficile le gavage? C'est très technique. Donc ça veut dire qu'il faut une grande observation de l'animal. Ça veut dire s'adapter à chaque bête. Donc pour elle, chaque oie. Voilà. Bon, allez, on arrête là. Je vais chercher de la saucisse pour le casse-croûte avant d'aller gaver. Une petite saucisse sèche. C'est une tradition le casse-croûte avant gavage? Ici, oui. C'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Non mais nous, on prend le temps. C'est une sorte de yoga catalan. Pour se mettre en forme. Là. T'as ramené le stock. Dès qu'on parle de manger, il n'y a pas de problème. Je suis toujours là. Nous faisons 1, 2, 3, 4 repas par jour, ce qui n'est pas grand-chose. 5, on a la pause à 4 heures. 5. Oui. L'heure du premier gavage est arrivée. Pendant 21 jours, à raison de 4 repas par jour, elle va faire ingurgiter à ses oies du maïs. La salle de cuisson du maïs. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup de maïs ce soir parce que c'est la première passe et qu'on va leur en mettre pas beaucoup juste pour les habituer là. On fait une toute petite ration pour ce soir. Voilà, une petite ration. Je viens brancher la musique. Pour leur donner le signal. Que c'est l'heure de gaver. Et pour que ça soit plus agréable pour nous de gaver en musique. Voilà. Et pour elles, c'est un apaisement pour les oies. Dès qu'on la met, ça les calme. Ça les calme de suite. Allez les filles, on se calme. C'est parti là. C'est le départ. Le départ. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Les palmipèdes ont la particularité de stocker le surplus d'aliments dans leur foie. C'est naturel. Ils font des réserves pour les migrations. Là, on introduit l'embuc, tout doucement. Ça leur fait pas mal? Non, ça leur fait pas mal. Elle n'a pas l'habitude. C'est toujours... C'est pas agréable quand on met un tuyau quand même dans la bouche, donc... c'est pas douloureux? Non, c'est pas douloureux. Non, non. Si on y va tranquillement, si on se presse pas, si on est calme, elles le prennent toujours bien. C'est calme. La manipulation, c'est on fait descendre le maïs dans le jabot. Le jabot, c'est à ce niveau-là, c'est leur réserve. Et là, on va leur agrandir au fur et à mesure pendant 3 semaines le jabot pour qu'elles puissent stocker au maximum de grains pour que le foie augmente avec la dose que l'on leur donne en maïs, en fait. Et voilà. C'est l'heure d'aller manger maintenant. Encore. Ça y est. C'est la grande? Ouais. Comment ça s'est passé? J'ai fait comme je voulais.
Mais elles sont... Je vais m'embêter. Elles vont être difficiles. Parce qu'elles n'ont pas du tout de jabot par rapport à ce que tu as connu en... Tout à fait. Oui. Ça y est, j'ai fini. Le foie gras. Alors celui-là, c'est au poivre Mintoc. Voilà. Tu vois comme quoi, hein? À la finesse en bouche. Il faut que ça fonde et qu'au palais, ça colle pas, mais que ça reste long en bouche. Comme on le dit d'un vin, nous on le sent au niveau du foie gras, ça reste dans le palais. Et cette persistance-là, on l'aime beaucoup. Parce qu'on peut arrêter d'en manger puis avoir longtemps la saveur qui dure. Et là, on est content. Le gavage, c'est important justement. Ah, le gavage, c'est la première chose. Il y a du travail. Il y a du travail et en plus, c'est beaucoup plus difficile que le canard. Il faut gaver plus longtemps. On gave des mâles et des femelles. Donc, on a une irrégularité de résultat. On gave plusieurs fois par jour, pas seulement 2 fois. 2 fois le matin et 2 fois le soir. Et en plus, il y a une incertitude presque jusqu'au bout. Pour elle, c'est un gros effort, moi je trouve. Oui. Et puis en plus, elle avait une adolescence qui ne nous laisserait pas supposer qu'elle accepterait toutes les contraintes de notre travail. C'était une adolescente qui avait envie de sortir, de voir du monde, de flirter, de bringuer. Et donc du coup... Mais sortir lorsque l'on habite l'arrière-pays, c'est toute une expédition. La première boîte de nuit est à 1h30 de route de chez elle. Ce n'est pas parce qu'elle a choisi la ferme qu'elle a renoncé à faire la fête. Les gens du métro, vous inquiétez pas, ça revient tout à l'heure. Après la série. C'est à 6h du matin que doit commencer sa journée d'agricultrice, l'heure du premier gavage quotidien. Alors à 4h30, la fête s'arrête. Faut que j'aille travailler, j'ai les oies qui attendent là. Trop dur. Ah ouais, c'est clair. Je dors. Chaque séance de gavage dure 1 heure. Et la deuxième séance est calée à 7h30. Ève va-t-elle pouvoir tenir ce rythme ? Les pertuis charentais. C'est là, dans le bassin de Marennes-Oléron, que l'on produit le plus d'huîtres en France. David en élève des milliers. Il est loin d'être le plus important, mais il est l'un des meilleurs. La croissance des huîtres a commencé, donc il est important pour nous d'aller à la fois vérifier cette croissance et en même temps de commencer à travailler dessus parce qu'il ne faut pas qu'elle se déforme pour garder une belle forme sur huître. La croissance se fait en mer, sur des tables de fer. Les huîtres sont disposées dans des poches. Elles vont grossir pendant 4 ans. Mais des huîtres bien élevées sont des huîtres sur lesquelles un gros travail est effectué. C'est magnifique, mais ça pousse, c'est incroyable, quoi. C'est important de les secouer un petit peu pour pouvoir leur permettre de garder cette forme bien ronde. C'est un travail où il y a énormément de manipulation, les huîtres sont triées souvent. C'est vraiment la main de l'homme qui façonne le produit. Sans lui, pas d'huître. Donc la poche, là, elle fait, on va dire 8 kilos. Donc là, ça va, c'est encore... Il y a combien d'huîtres dedans? Là, il y en a environ 200. Celles-ci ont 2 ans et elles ne se retrouveront sur nos tables que dans 2 autres années. Pour obtenir de bonnes huîtres, il faut beaucoup de manipulation pour qu'elles ne se gênent pas entre elles et qu'elles se nourrissent bien. Plus on passe de temps à les bouger, et plus les huîtres seront de qualité. C'est pas trop difficile de marcher tout le temps? Si, là, c'est super dur.
C'est super dur. Ça nous apporte aussi une certaine fierté que le boulot soit physique comme ça. Mais sinon, non, la difficulté, c'est bien, on grossit pas. Quand même. Elles sont à mi-croissance? Ouais, elles sont à mi-croissance et déjà le poisson à l'intérieur est plutôt bien, quoi. On appelle ça le poisson? Oui. La chair, c'est le poisson, ouais. Mais disons que le poisson qu'il y a à l'heure actuelle laisse présager d'une bonne qualité d'huître un peu plus tard. Ça manque de matière. Ça va venir? Optimiste, mais en même temps pas rassuré. Les huîtres ont commencé à grandir, ce n'est pas suffisant. Il manque de l'eau douce, donc effectivement on l'attend avec impatience. L'huître, elle a besoin d'eau salée et d'eau douce, d'eau de pluie. Oui, en fait c'est le mélange des deux qui entraîne la production du phytoplancton, des petites algues dont se nourrissent les huîtres. Donc sans l'eau douce, il n'y a pas de croissance sur les huîtres. Et depuis 3 ans, l'eau douce manque. 3 années de sécheresse, les rivières bien au-dessous de leur niveau normal. Les ostréiculteurs sont angoissés. Ils espèrent que la tendance va s'inverser, que cette année enfin, il va pleuvoir et que leurs huîtres seront bonnes pour les fêtes de fin d'année. Le deuxième travail pour faire de grandes huîtres à Marennes, c'est de les affiner dans des bassins que l'on appelle l'éclair. Lorsqu'elles sont à la bonne taille, elles sont plongées dans l'eau de ces bassins. Un mélange d'eau douce et d'eau de mer. Ce séjour de plusieurs mois va mettre en valeur leurs saveurs les plus subtiles, rendre leur chair plus moelleuse. Là, on emballe les huîtres pour la présentation au concours général à l'agriculture qui va récompenser dans chaque catégorie et pour chaque région les meilleurs produits agricoles français. Donc chaque année, on se présente pour obtenir, pour viser l'excellence, c'est-à-dire obtenir la médaille d'or. Quand on est agriculteur ou éleveur en France, en février, la médaille d'or du concours général de l'agriculture, c'est la reconnaissance suprême. En fait, David va souvent à Paris. Tous les week-ends, d'octobre à avril, il installe un banc d'écaillés devant un restaurant de poissons à Montparnasse. Bonjour. Il a ses habitués, mais il lui arrive d'avoir à expliquer les bases. Plus le numéro est important, plus l'huître est petite. Donc numéro 5, l'huître est toute petite. Numéro 4, elle est un peu plus grosse. Numéro 3, encore un peu plus grosse. Et le numéro 2, c'est les plus grosses. Ah d'accord. 10. C'est parfait, monsieur. Extraordinaire, c'est les meilleurs que je connaisse. C'est vrai? Il est vraiment gentil. Ouais. Elles sont pleines, elles sont croquantes, elles sont pas trop laiteuses alors qu'elles sont pleines. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes et chères, de 8 à 15 € la douzaine. Monsieur, vous en prenez souvent des huîtres ici? Ah, toujours. Tous les week-ends, tous les week-ends. Et elles sont comment? Délicieux. Mais vraiment délicieux. Ah, Vous ouais. vendez beaucoup? Alors, sur ce point de vente-là, environ entre 3 et 400 douzaines. Il est prêt. L'ostréiculteur, il vient manger. Les restaurateurs qui sont parmi les plus grands connaisseurs de Paris n'ont inscrit à leur carte que ses huîtres à lui. Merci. On va ramener des... Ils ont une manière particulière de les déguster. Alors. Mais ce sont des huîtres. Ouais. Mais ce sont des pousses. On met pas les huîtres sur la glace parce que ça les refroidit trop. On met les pierres au frais. Donc, les pierres sont froides, elles conservent les huîtres froides. Et en plus, ça permet de caler les huîtres. Voilà. On met pas de citron, hein. Non plus. Interdit les citrons? Alors c'est pas interdit, mais c'est tellement meilleur sans. Pas de vinaigre, pas de sucre, pourquoi? Pourquoi? Tu mets du vinaigre sur le foie gras? Le produit en lui-même se suffit. Donc, on va la peine. Et là, on goûte l'huître nature. Éventuellement, un petit tour de moulin à poivre. Voilà. On coupe. Voilà, on coupe le pied. On prend pas son pied, on coupe le pied. Important. Important. Hop. On déguste. Il y a aussi une chose qu'il faut penser à faire, c'est bien mâcher l'huître. Parce que en la mâchant, on lui fait développer tous ses arômes, toute sa matière. Et ça change tout. Et derrière, une fois qu'on l'aura bien écrasé, en fait, il y aura comme un vin de la longueur.
Et c'est là où on ressent la puissance. Alors c'est vraiment comme un vin, hein, parce que chaque huître est différente. Ah, c'est super. Alors pourquoi vous avez choisi David? Pourquoi? Parce que c'était le meilleur. Porte de Versailles, le concours général agricole. Ce sont des professionnels qui composent les jurys, des restaurateurs pour la plupart. Bien entendu, les dégustations se font à l'aveugle. Tout est vérifié et surveillé. Dans chacun des plateaux, il y a les huîtres d'un seul producteur, anonyme. Dans la catégorie des pousses en clair, 8 ostréiculteurs, tous de Marennes, ont envoyé leur production. Les premières dégustations ne provoquent pas l'enthousiasme. Les notes, moyennes au début, vont en s'améliorant jusqu'à ce que l'une de ces huîtres provoque comme un émerveillement. Ça, c'est la Sainte Vierge en culotte de velours. C'est excellent. C'est rond, c'est équilibré. Vous n'avez pas le sel qui vous emporte la bouche. Nacré, zéro défaut. En plus, tout est homogène en plus. Vous pouvez regarder, j'ai les poils qui se dressent. Mais il n'y a pas d'autre secret. Vous réagissez ou pas? Sauf aujourd'hui, je ne mets jamais 20. Parce que je dis que le parfait n'existe pas. 84 831. 20. 19,5. 19,5. Le jury a été unanime dans son appréciation dithyrambique à propos du 8e lot, encore anonyme. Je crois qu'à ce taux-là, il mérite son or quand même. Il lui attribue la médaille d'or. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Ce sont les ordinateurs de l'organisation qui vont révéler à David qui a produit ce 8e lot. Donc sur les huîtres, le concours pour les huîtres pousse en clair label rouge. Pousse en clair, label rouge. Spécial de clair. Non, là. Oh. Hervé David, oui, or. Bravo. Ces huîtres qui passent dans l'éclair, celles aux saveurs les plus délicates, sont menacées. On risque en tous les cas de ne plus pouvoir les affiner. C'est catastrophique, hein. Tout est à refaire. C'est incroyable. Plus on en tire du bassin, plus on en trouve, plus il y en a. Elle tapisse à la fois la surface et le fond du sol. Tout cet endroit a été nettoyé il y a moins de 15 jours. Tout est à refaire, comme si de rien n'avait été fait. C'est vraiment le travail le plus décourageant qui soit. Elles empêchent le développement des petites algues dont ont besoin les huîtres, dont elles s'alimentent. Donc, toutes ces algues rendent inutilisable la claire. C'est vraiment catastrophique parce que on ne peut plus rien faire quand les algues sont là. La cause de cette prolifération est inconnue. On soupçonne les pollutions agricoles. Comme il n'est pas question de rajouter des produits chimiques, comment faire pour s'en débarrasser? Début de l'été. La sécheresse inquiète une grosse partie de la France. Pas la Bourgogne, qui ne manque pas d'eau. Là, c'est une catastrophe, quoi. Tu vois ça, il n'y a plus rien, quoi. Plus rien sur les grappes. La catastrophe, c'est un orage de grêle. Parce que là, il y a quand même des bois qui sont sacrément abîmés, quoi. Éclatés, complètement éclatés. Ça a dû tomber avec une violence rare, quand même. Hein. Alors, là, on était pourtant bien partis, hein. On avait de beaux raisins qui avaient bien grossi, c'était relativement homogène. On n'a pas des grappes trop denses, mais voilà quoi. Parce que c'est catastrophique, quoi. Là, il n'y a plus rien. Là. Je suis même pas sûr de faire les 2000 litres de vin, quoi. Donc 2000 litres de vin, c'est 3000 bouteilles, quoi. Au lieu de 14 000. Donc, voilà, quoi. Donc là, c'est catastrophe. Non, comme ça. Là, maintenant, il faut que j'y aille. Je vais mettre un coup de valériane et d'arnica, et puis
Après, un coup d'argile dessus, et puis voilà. Il n'y a que ça à faire. Sauver ce qui est sauvable. Ce qu'il doit sauver, c'est sa vigne. Soigner les blessures pour qu'aucune pourriture ne s'y installe et que l'année prochaine, elle puisse donner du raisin. Valériane et arnica pour la cicatrisation, 2 traitements qui feraient bondir quelques-uns de ses voisins qui utilisent des produits plus violents. Le sort s'acharne. C'est sa vigne la plus prestigieuse qui est touchée à son tour. Oui, je suis un peu inquiet. En fait, j'ai une petite pression d'odium sur une parcelle de Puligny, là. C'est quoi l'odium? L'odium, c'est un champignon, un des 2 champignons de la vigne. Il y a le mildiou et l'odium. J'ai un peu de mildiou dans les vignes qui sont humides et surtout de l'odium sur les blancs, là. En biodynamie, on travaille beaucoup en prévention. Bon, là, j'ai pas su la maîtriser, quoi. Donc maintenant, je suis obligé d'employer un moyen pour essayer de le rattraper. Ça, c'est le sel. Et en biodynamie, le seul moyen, c'est de passer de l'eau salée. De l'eau salée pour lutter contre les champignons. Là aussi, il prend le risque de faire sourire quelques confrères qui croient dans les vertus d'une grosse artillerie chimique. Cette espèce de farine grisâtre qui est sur le raisin. C'est un champignon en fait qui s'est mis sur la peau du raisin. Et ça bloque les maturités des raisins. Heureusement, ça ne s'est pas encore propagé, mais ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est la tuile. C'est la tuile et je suis non seulement anxieux, puis en plus un peu déçu. Déçu de ne pas avoir réussi à maîtriser ça, quoi. Et ça, c'est votre parcelle de Puligny-Montrachet. Voilà, ça c'est mes Puligny-Montrachet, donc c'est mon grand vin blanc, puisque c'est le seul vin blanc que je fais, enfin d'appellation village. Donc c'est mon petit bébé que je chéris, quoi. Hein. Puis il y a surtout le fait que l'eau salée, je l'ai jamais utilisée, je suis pas sûr que ça marche, quoi. Donc ça me stresse quand même un petit peu, quoi. Donc là, il y a l'enjeu de taille quand même. Hein. Thiebaud travaille dans la maison de ses parents à Volnay et il habite le village voisin, Pomard. Il est père de 4 enfants. Vous avez attrapé plein de grenouilles ? Oh là là, on va se faire des cuisses ce soir. Non. Mais vous êtes bien belles, mes filles. Bon, ça a été aujourd'hui? Ouais, écoute, j'ai mis ma silice pour la 2e fois à Bouze, là. Et puis, bon, ça s'est bien passé, pas de soucis. En espérant que ça marche, quoi. Et moi, je pense que la biodynamie, ça te donne... au niveau de mes vins, ça va leur apporter autre chose. Ouais, ça, j'en suis persuadé. Bon, ce que je veux pas, c'est qu'on soit catalogué dans un clan, enfin dans un petit groupe, un groupuscule, les originaux qui font de la biodynamie et puis les autres ouais, voilà, ouais, non, mais ça, c'est sûr, mais non, mais ça, qui font du vin de façon traditionnelle. Et non, je pense qu'il n'y a pas mieux ou moins bon d'un côté. Marielle, son épouse, travaille dans le monde médical. Allez, on reroule. Cela fait 10 ans que Thiebaud a récupéré les terres familiales. Il augmente sa production en louant d'autres vignes. Mais les seuls revenus de l'exploitation ne permettent pas encore à sa grande famille d'en vivre. On ne pourrait pas vivre sur ce que se prend Thiebaud sur le domaine, hein. C'est clair. Donc un 2e salaire, c'est plus confortable. C'est plus confortable et c'est nécessaire. Moi aujourd'hui, oui, c'est... Je suis pas encore sauvé, hein. Oh non, les filles, faut un truc, quoi. Non, ne perdez rien à Quentin. L'image du vigneron bourguignon milliardaire, faut la revoir un peu, quoi. Il y en a, certes, des familles, effectivement, qui sont établies depuis très longtemps, qui ont tout en propriété. Et là, c'est sûr qu'il y a une valeur de patrimoine énorme. Dans mon cas, et comme dans beaucoup d'autres cas, on est souvent en vigne en location, et là, c'est tout la même chose, quoi. On s'imagine toujours qu'on est les rois de la Bourgogne. Les viticulteurs sont fortunés. Et ben non, c'est une légende. Tous les viticulteurs ne labourent pas leurs terres. Ceux qui prennent grand soin de leur vin prennent le temps de le faire, mais rarement à cheval. C'est trop long, donc trop cher.
C'est Obélix, ouais, c'est un cheval qui est en cours de dressage sur du labour de vigne. Je peux me permettre de faire ça sur une parcelle de Volnay premier cru, parce qu'il y a aussi un coût de la bouteille, etc. Je pourrais pas le faire partout, mais ça fait partie d'un rêve. Obélix, marchez, marchez, marchez. Cette charrue et les sabots du cheval ont l'avantage par rapport aux roues d'un tracteur de ne pas écraser la terre. C'est bon, il est passé, vous avez de la terre très friable. Voilà. Le but d'aujourd'hui, c'est qu'il fasse de la terre qui détasse justement, qu'il empêche, qu'il enlève ce phénomène de tassement qu'il y a pu y avoir depuis les années où je passe moi avec un tracteur. Voilà. Qu'il aère la terre. Qu'il aère la terre, qu'il ramène de l'oxygène dans le sol. Voilà, et là, c'est pleinement réussi. Sans compter le fait que, ben voilà, c'est quand même beau, quoi. C'est plus beau qu'un tracteur. Le cheval attire la curiosité des voisins, d'autres viticulteurs. Face à ce retour à des pratiques complètement oubliées, les uns et les autres restent sans voix. Bonjour. Donc, non, ce qui est bien, c'est sa charrue. C'est pas du tout une charrue habituelle. Ah ouais? Mais c'est sympa. C'est mes parents, ma maman et mon papa. Tu vois, la charrue, elle a quand même changé, maman. Hein. Ça m'émeut, ouais. J'ai les lunettes de soleil, heureusement. Oui, ça donne les larmes aux yeux. Même moi qui suis chimiste, je suis bien content que ça se passe comme ça. J'ai pas vu ça depuis, disons, 50 ans, à peu près. Je crois qu'en 55, on a eu le premier tracteur. Donc, vous voyez, c'est depuis très longtemps. J'ai été une petite fille. Des touristes semblent également découvrir un monde étrange. On ne voit pas ce genre de choses en Australie. Nous, on utilise des grosses machines. On adore ça, nous sommes fous de cheval. Et voir des chevaux faire ce travail, c'est formidable. Ça se conduit assez facilement et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Hein. Ça vous donne envie de continuer? Ah oui, mais ça c'est sûr de toute façon. Je pense que je ferai même mon autre parcelle de premier cru et voire même mes Puligny Montrachet. C'est le début d'une histoire, je pense, ça c'est sûr. C'est la première année, mais probablement pas la dernière. L'avenir. Sauf que pour l'instant, Thiébaut ne sait pas s'il a réussi à sauver ses vignes grêlées et à se débarrasser de l'odium. Pour Virginie, sur le plan chocolat, tout va très bien. Mais dans le domaine des finances, Ouais, ça, ce sont mes comptes. ça ne suit pas. Je ne sais pas lequel est le pire. Si c'est le mien ou celui de ma société, ça se vaut. Hein. Sur la société, elle est à plus de 20 000 € de découvert. Là, j'ai le cœur qui me bat. Mais là, j'ai appelé mon banquier. Qu'après mûre réflexion, et pour me donner une bouffée d'oxygène, je vais me porter le coup fatal. Et je vais lui demander de débloquer l'argent de mon appartement. Vos dernières économies? Mes dernières économies pour tenir un an de plus et me donner le temps de respirer sans avoir les fournisseurs qui appellent, les recommandés qui arrivent. Oui, vous pouvez pas me le déranger 2 secondes? Ce serait gentil, s'il vous plaît. Dans 5 minutes? D'accord, merci beaucoup.
C'était le banquier. Allô? Oui, bonjour. Et on va réinjecter tout. Ah oui, oui, comme vous dites. Non mais rassurez-vous, c'est mon argent, c'est pas le vôtre. Voilà, au pire, je mange mes chocolats. C'est peut-être pour ça que je les fabrique en fait, voilà. C'est qu'au lieu de manger des pâtes, je mange mes chocolats. Donc je touche un peu le luxe tout de même. C'est dur. Quand je vois ce que je galère, moi, en étant archi aidée, en étant privilégiée, je vois comme c'est difficile. Je sais pas comment... C'est chapeau bas pour tous les artisans, mais vraiment chapeau bas. Pour surmonter son coup de blues, Virginie se réfugie dans le chocolat. Ce qu'elle prépare, c'est une tablette de chocolat au lait, fourrée à la crème de marron et parfumée au rhum. Pas mal. C'est beau. Ah, j'adore, 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 j'adore. L'argent de son appartement lui donne un sursis et le bouche à oreille commence à fonctionner. Elle vient d'être contactée par l'une des plus grandes épiceries fines de Paris qui envisage de distribuer ses créations. Vous avez le cœur qui bat? Pas mal. Beaucoup? Oui, pas mal. Bonjour, Sylvie Poilevé, on s'est jonté. Bonjour, je suis Gabrielle. Gabrielle, service marketing, voilà. Ici, on trouve ce qu'il y a de plus raffiné dans la gastronomie. Pour Virginie, être présentée sur l'un de ces rayons serait un grand pas. C'est une très belle idée en tout cas. C'est marrant le transport. C'est magnifique. Ah, c'est marrant, ça fait comme ça fait comme les émaux, c'est brillant sur le dessus. Ça, c'est le beurre de cacao. C'est ça que j'aime bien. Mais j'ose pas les toucher. J'ai peur de les abîmer. Vous aviez déjà vu des chocolats comme ça? Non. Comme ça, vraiment, non. Comme ça, non. Non. Nous sommes émerveillés. Est-ce que ça peut être un atelier pour apprendre à déguster et rechercher les saveurs? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Les responsables du magasin cherchent une idée pour mettre en valeur les chocolats de Virginie. Ce qu'elles ont décidé, c'est que dès la bonne idée trouvée, elles se revoient. Virginie a bien compris qu'il n'était pas suffisant de fabriquer de belles et bonnes choses, qu'il fallait en plus les vendre. Elle a décidé d'utiliser les conseils d'une agence de publicité. Bonsoir. Donc la première chose en fait, c'était d'analyser la concurrence et comment tu te situais par rapport au milieu du chocolat. C'était important d'avoir quelque chose qui était plutôt dans le domaine du luxe. C'était concurrent direct. En fait, c'est plus des marques comme Dior, Chanel ou enfin vraiment luxe vestimentaire. Ce qui est intéressant dans ce qui est montré, c'est qu'on ne te compare pas forcément à des marques de chocolat, mais à des marques de luxe. Et des marques de luxe, pas n'importe lesquelles, pas celles qui sont, comme le disait Benjamin, classiques, mais celles qui sont, voilà, celles qui sont dans la rupture et qui ont un territoire de marque propre à elles. Nous, dans notre recommandation, c'est qu'on trouve que ton nom est plus beau et correspond davantage à une marque de chocolat dans laquelle tu veux te positionner. C'est ce que nous te recommandons, c'est que ta marque ne soit pas ganache et truffe, mais soit ta personnalité, ça, Virginie Duroc-Daniel. Alors? C'est celui-là.
Ça vous plaît? Ça, c'est votre nouveau logo, votre nouvelle image. Voilà. On remplace le Virginie du rock d'Aner par vraiment, vraiment décontracté, vraiment dingue, vraiment Dallas, vraiment désiré. C'est l'Amélie Poulain du chocolat. Et là, si tu veux faire un pied de nez à tous les grands du chocolat, quand tu leur montres une image comme ça, tu leur dis voilà, je suis au rendez-vous, j'ai su prouver ce que je valais, mais par contre, je me permets une image complètement décalée. C'est trop fort. Trop fort. Vous êtes trop fort. Toujours le bouche à oreille, elle a été contactée par un grand joaillier de la place Vendôme. Il cherche à faire des cadeaux pour Noël à ses meilleurs clients. Elle vient avec ses propositions. Hop. Hop là. Suis tes fins. Oui. Quand je peux regarder? Alors ce que je voudrais, c'est que vous regardiez pas. Ah, c'est la surprise. Je vous ai fait un prototype. Donc un prototype, allons-y. Je vous ai fait 3 prototypes. Ouais. C'est un esprit. Ça, c'est important. Oui, d'accord, j'écoute. Alors. Je vous montre et on... Oui, bon. Alors. Oui. C'est très beau. Très bien. Ah oui, ça c'est encore mieux. Ouais. Personnalisé. Ça sent très bon en tout cas. Hein. Ah oui. Ouais. Et le cœur, bon, à Saint-Valentin. Ouais. On peut mettre un sapin pour Noël, on peut faire plein de choses. Bon. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît beaucoup? Beaucoup, oui. Alors, c'est le sapin de Noël, mais les boules les unes sur les autres. Les grosses boules de chocolat garnies. Vous voyez? Ouais. Si ça peut faire quelque chose de... Vous voyez? Bien sûr. Bon, là, je l'ai... Tout se mange. Tout se mange. Non, c'est très beau. Je suis très content, très heureux. On va juste affiner quelques points de couleur. Ah, mais ça, voilà, la couleur. Ça, c'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Alors, mais j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, beaucoup. Ouais. Mais telle qu'elle avec les fleurs? Comme ça. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? L'originalité. Ouais. L'originalité, la fougue, la passion. Puisqu'on travaille vraiment dans le domaine de la précision, de la perfection. Et c'est vrai que j'ai rencontré ce même amour de la perfection avec Virginie. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Désolée de vous avoir regardé si tard. Hein. Merci. C'est la journée. C'est énorme. Cette journée, elle est fabuleuse. Alors ça a commencé? Alors ça commence avec les galeries. Et la Piaget. Et puis il y a encore un autre projet énormissime avec un très grand groupe de champagne qui se dessine. Donc c'est une belle journée. Sauvée. Content. Bonne journée, mais rien de signé. On en est seulement au stade du projet. Les Pyrénées-Orientales, 5h30 du matin. Ève, il est l'heure d'aller au gavage. Tu te lèves? Et elle est réveillée. C'est dur le matin. Oh, non, pas trop, ça va. Elle, dès qu'elle est réveillée, elle se lève, elle est en forme. Elle est en forme, ouais. Je suis prête. T'es prête, hein? J'arrive. Ah, 6h15, la belle Cendrillon qui a perdu son soulier de verre. Cela fait 21 jours que Ève gave ses nouvelles oies. 3 semaines, le temps qu'il faut pour qu'elles développent leur foie gras. Les journées sont longues à la ferme. Après la première heure consacrée au premier repas quotidien des oies, cela n'arrête plus. Les produits de la ferme familiale sont vendus sur place. Foie gras, confit, rillettes. On y trouve tout ce que l'on peut retirer du canard. Et vous faites visiter, non? On fait visiter, oui. Pour aller s'approvisionner chez les parents de Ève, c'est un peu l'expédition. Des clients viennent tout de même jusqu'à eux. Donc là, il y en a une trentaine. Et en canard, il y en a 130. Voilà. Et c'est les odeurs. C'est pouvoir, hein. Enfin, peut-être qu'on s'habitue. Mais moi, je la sens pas personnellement. Ah ouais. Ah, moi, je sens vachement là. C'est vrai que par exemple, en industriel, ça peut être plus hard, on va dire. Et puis c'est à la machine, la plupart du temps, pneumatique. Tandis que comme ça, avec ce système-là, je ne lui en mets jamais en trop de ce qu'elle peut prendre. Et donc, je ne les blesse pas.
Mais à l'occasion, vous repasserez, je vous ferai visiter l'élevage. Donc mon père, voilà, c'est le gaveur des canards. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça démystifie. Vraiment, avec ce que j'avais entendu, on avait l'impression que c'était quelque chose d'un peu horrible et bon, je trouve pas. Hein. Franchement. En fait, on utilise donc une faculté qu'ils ont, les palmipèdes. C'est que quand on leur met plus à manger, ben, ils stockent dans le foie, tout simplement, ou sous la peau. C'est une faculté qu'ils ont quand ils vont faire une migration. Donc, ils stockent, puis voilà quoi. Et puis après, ça, ils mangent dessus, c'est le sac à dos, quoi. Mais eux, ils l'ont dedans. Ce jour-là, ils abattent des canards. Le chalumeau pour enlever les restes de plumes. Les employés qui viennent les aider les jours d'abattage sont des habitués. Le principal sujet de conversation dans ce laboratoire, ce sont les garçons. Et oui, c'est vrai, toi aussi. Ouais, beau mec, hein. Bah, tous les mecs en ce moment à qui j'ai dit non, c'est à cause du boulot, ouais, n'empêche. C'est pas facile hein, de les voir à 21h, tout ça. Il faut descendre à Perpignan, c'est de la route. On est tous à la recherche. C'est difficile de trouver quelqu'un? Ah bah oui, ça... surtout on est dans un endroit éloigné, où ils n'ont pas forcément envie de venir vivre. Et mais bon, comme ça reste que des... pour l'instant des... catholique. Voilà. Puis le boulot d'abord, surtout. On verra les mecs ensuite. C'est mieux. C'est demain que les oies de Ève seront abattues. Elle a droit à une pause d'1 quart d'heure avant les 2 gavages du soir, qui seront les derniers. Épuisé, vidé. Ouais, c'est plutôt pas facile. Non, c'est le dernier jour, donc on va... Si je me sentais pas aussi impliquée, je pense que je craquerais beaucoup plus facilement. Mais là, tellement que j'ai envie de réussir et envie d'arriver au bout de ce que j'ai commencé, disons que je puise dans mon énergie, je ne sais d'ailleurs laquelle, parce que là, j'en ai plus. Mais bon, il me tarde que ça soit fini demain, quoi. Voilà, c'est pas facile. Avant le lever du soleil, les oies sont expédiées au laboratoire. C'est vous qui les abattez, Ève? Non. Parce que je m'y suis trop habituée pendant ces 21 jours et de les reconnaître comme ça pendant qu'on les tue, je préfère pas. Une fois qu'elles sont plumées, ça se voit plus, on reconnaît plus aux plumes, donc c'est bon. C'est bon, mais je préfère pas. Ouais. Voilà. Donc c'est maman qui s'en charge. C'est maintenant que l'on va découvrir si les oies ont bien profité des soins de Ève. On y va. Si elles ont de beaux foies. C'est parti. On ne peut pas se rendre compte de la qualité sur une oie vivante, ni même lorsqu'elle est plumée. C'est les premières? Ouais. Minable. Carrément. En espérant que ce ne soit pas toutes comme ça. Pareil. Pour que le foie puisse être considéré comme gras, il faut qu'il pèse au minimum 600 grammes. Ouais, on va tous être pareils. Hein. Putain. Non? Que dalle, regarde. En effet. 500 grammes. Elles étaient très vives, c'était très triste. Hein. Bah ça calme un peu, ouais. Allez, doudou, c'est que la première année, on va dire. Hein. Pareil.
Pire encore. Le poids idéal se situe entre 900 grammes et 1 kg. Pire, ça va en empirant. Elles ont tout mis dans le coffre. Personne ne mesure la tâche que ça représente. Voilà, c'est tout. Alors du coup, c'est un peu bouleversant parce qu'on aurait voulu qu'aujourd'hui, elle ait des résultats encourageants. Ouais. Donc là, on n'a qu'à patienter, mais le choc est un petit peu dur pour, émotionnellement. Voilà. Elle s'est donné beaucoup de mal. Vraiment, parce que 2 gavages le matin, 2 gavages le soir, 60 heures par semaine de travail, c'est pas rien, quoi. Donc, si vous voulez, on avait envie que le choix qu'elle ait fait de rester avec nous et de travailler soit vite encouragé. J'arriverai. Mais j'essayais de... Celui-là est joli, tiens, voilà. Très joli, mais très joli. Hein. Bon, d'accord. Magnifique. C'est rassurant. Mais voilà. Bien sûr. Sur la fin, quelques franches réussites. En fait, la moitié de ses foies sera déclassée en pâté. Dans quelques jours, elle va commencer un autre gavage. L'occasion d'améliorer son savoir-faire si elle veut obtenir des foies impeccables pour les fêtes de fin d'année. Marraine. Les clairs sont envahis par les algues. Les ostréiculteurs ne savent pas comment s'en débarrasser. David est parti à Narbonne pour acheter des crevettes, car il a remarqué que dans des bassins où il en a élevé, les algues avaient disparu. Ses employés attendent son retour. Alors, vous êtes par où? À Saintes, ok. Donc t'es là dans une demi-heure. 40-45 minutes, quoi. Bon, ok, ça marche. Donc 6 heures, c'est ce qu'on avait dit. Bon bah, tout à l'heure. C'est à 7 h du matin qu'il a pris en charge les bébés crevettes à Narbonne. Depuis, il roule vers Marennes. Ça, c'est pour mettre les crevettes quand elles vont arriver. Donc, chaque poubelle correspond à un bassin. Laquelle? Il est presque 6 heures, là. Ouais. Vous stressez? On essaye de ne pas stresser. Fin d'après-midi, cela fait 11 heures que les crevettes roulent. 6 h moins 3. Ça ne va plus trop tarder. Il arrive. Les jeunes crevettes sont très fragiles. Les transporter et les remettre dans un milieu marin doit se faire en quelques heures. Plus le temps passe, plus ils vont en perdre. Je vais mettre Et devait y avoir un... Ouais. Ça nous rapporte combien? 200 000. 200 000. Là, c'est des post-larves, donc depuis l'état larvaire, elles ont 14 jours. Bon, ben, je m'en vais, David. Ouais. Merci. Des voisins, touchés eux aussi par les algues, sont curieux de la trouvaille de David, qui leur cède quelques milliers de crevettes. On essaie de partir au dernier moment pour les pré-gros, et après d'aller plutôt vite, on va dire. Faut plus qu'il en reste une seule. Plus une seule. C'est pas évident parce qu'ils sont tellement petits que... Bon. Ce soir-là, étonnamment, on ne voit plus les algues. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de vent, donc l'eau est beaucoup plus justement trouble et turbide, donc on les voit moins. Mais il suffit de plonger la main dedans pour s'apercevoir qu'elles sont bien présentes et que malheureusement, elles sont toujours là. David craint une hécatombe dans ses crevettes. Il presse tout le monde, pas question de perdre du temps. C'est une période où on est un peu tendu, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans les poubelles là. La récolte se joue un peu là aussi, quoi. Le temps est vraiment compté, quoi. Il faut arriver à ce que
toutes les étapes, on va perdre 50% des crevettes. Ah bon? Quoi qu'il arrive, enfin, dans l'absolu. Donc si à chaque étape on arrivait à être un petit peu meilleur, ben on va économiser 10% par-ci, 5% par-là. Et à la fin c'est super quoi. Alors, tu marches bien sur le bord Didier? Tu la mets, tu la prends avec toi comme ça, tu la remplis un tout petit peu, puis en allant vers là-bas tu la déverses. On espère qu'elles vont bien nettoyer la claire, faire disparaître toutes les algues qui nous empêchent d'avoir des résultats sur les huîtres. Et puis on espère surtout qu'après on va pouvoir les vendre parce que c'est un investissement important de pouvoir acheter ces crevettes. Tout l'ouest de la France est accablé par la sécheresse. Les départements de la Charente subissent des restrictions de consommation de l'eau. Pour les ostréiculteurs, c'est une deuxième catastrophe. L'eau douce, ils en ont tout autant besoin que l'eau de mer. Bon, c'est la saison. Hein, c'est la saison. On va aller se mettre là-bas. Pendant le printemps et tout l'été, ils n'ont pas vu une goutte de pluie. Il faut vraiment attendre et éventuellement prier. C'est le dernier recours qu'on puisse avoir. On ne sait jamais avec la météo, tout dépend de l'anticyclone, des Açores, de son positionnement, et donc le régime estuarien que l'on a, qui est absolument... Parce que dans ce bassin, moi je vais aller vous montrer sur la carte. Le bassin de Marennes-Oléron est à l'intérieur et est protégé par l'île d'Oléron. Alors, il y a à peu près 3000 hectares de parc et 2 rivières qui l'alimentent en eau douce. Ces 2 rivières qui apportent les eaux douces par la Seudre et par la Charente, et bien aujourd'hui, il n'y a plus d'eau qui arrive à la mer. Parce qu'il n'y a pas assez de pluie? Parce qu'il n'y a pas assez de pluie d'un côté, et deuxièmement, parce qu'il y a des cultures gourmandes en eau qui sont le maïs ou le tabac, et avec l'irrigation qui est faite de tous ces territoires-là, il n'y a plus d'eau qui arrive à la mer. Et la vocation d'une rivière, c'est avant tout d'amener de l'eau douce à la mer. À mon avis, au 1er août, là, la situation est plus catastrophique qu'en 76. 76, c'était l'année de la grande sécheresse? Oui. Oui. Et là, c'est pire? Ah oui. Là, c'est pire. Là, on remonte, on fait 1 km et demi, même pas, parce que c'est... Pas très loin, à l'intérieur des terres, on mesure l'ampleur de la catastrophe. Oui, tout, la Seudre en saison sèche. Ben là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau, quoi. Donc là, d'habitude, il y a de l'eau effectivement plus haut. La règle n'est pas assez longue pour montrer que le niveau d'eau est très bas. Donc ça veut dire qu'il est anormalement bas. D'habitude, l'eau arrive à quel chiffre, là? Elle est au moins jusqu'à 2,70 m. Donc 27 qu'on voit. Ouais. Voilà, donc il y a un déficit énorme, même pas quantifiable d'habitude. Et puis tous les cours d'eau annexes qui sont situés à côté sont à sec aussi. Il est très rare que David rentre déjeuner chez lui. Ajouté à ses week-ends de vente à Paris, on ne le voit pas beaucoup à la maison. Et mon fils. Bonjour ma fille. Tout le monde est embauché ou quoi? Vous le voyez peu? Je le vois peu, mais c'est intense, c'est bien. Quand il est là, il est là. Non, c'est habitué à ce rythme de vie. C'est bon, Simon? Comme ça, les huîtres? Ouais. Surtout celle de mon papa. Avant qu'on commence vraiment le repas. Il est où, papa? Il est parti écouter la météo. Comme tous les jours. Alors? Bah, ils annoncent des orages, mais
Ouais, c'est toujours la même chose avec l'orage. Le problème, c'est que c'est très localisé. À suivre. Bon, bah, toujours pas d'eau, hein. Comme d'hab. Tu manges tout, hein. Comme d'hab. Y a pas. C'est le jaune. L'absence d'eau douce est devenue son obsession. Il n'en dort plus. Au milieu de la nuit, il n'hésite pas à reprendre son bateau pour aller dans ses parcs, constater les dégâts. Le temps il est chargé, mais c'est ce que je dis depuis un petit moment, on dirait que c'est des nuages sans pluie. C'est désespérant. Alors? Ben, ce qu'on craignait est là, c'est-à-dire que les huîtres ont réduit la croissance, elles ont même un peu maigri, ce qui prouve que ben, le manque d'eau douce se fait sentir, même s'il n'est jamais très, très conséquent au mois de juillet, c'est une évidence. Néanmoins, celle qui n'était pas là au printemps et celle qui n'est pas là maintenant, ben, ça finit par être préjudiciable, c'est sûr. La fatigue. Des huîtres qui ne grossissent plus. Et puis, une absence d'eau douce qui tue le goût. Ouais, c'est très salé. Trop salé. Trop salé pour... le sel annule la saveur de l'huître. Quand il y a trop de sel, on sent que ça. Manger une poignée de sel, c'est pas très agréable, quoi. Verdict cet automne. Verdict... Dès la fin du mois de septembre, on saura, quoi. La messe sera dite. Hein. Tout se présente mal. Il reste 2 mois pour que la pluie vienne adoucir les saveurs et permettre aux huîtres d'arriver à maturité pour la fin de l'année. Allez, comme dès que vous avez... 17 septembre. Les traitements ont réussi. Thiebaud a constaté que le raisin est à point. Il déclenche les vendanges. Bon, c'est mon premier millésime biodynamique, on va le réussir, hein. Le biodynamique, hip hip hip. Et faites attention aux effets secondaires que ça peut avoir. Oui. Ça apporte beaucoup de joie. Allez, on est parti. On n'oublie pas le premier pied. Les vendangeurs, un peu plus de 30, sont pour la plupart des habitués. Bah alors là, on n'en oublie pas, hein. Ne pas en oublier, parce que les vignes par lesquelles il commence sont celles du Puligny-Montrachet, son vin le plus rare. Le raisin qui a été victime de l'odium, puis traité au sel. C'est bon? Oui. Ah, ils sont vraiment très bons. Puis c'est ça. Oui, quand je vois ça par rapport à l'état que ça aurait pu être. C'est ça qui est assez miraculeux, quand on voit qu'il n'y a eu que des produits biologiques, de l'eau, du sel. Bon ben voilà, j'ai de beaux raisins quand même, quoi. Ouais, je suis très content. Ah mais non, on n'oublie pas. C'est Floriane là qui m'en laisse. C'est vous deux. Là c'est 30 € la bouteille, alors attention. Hein. C'est 30 € la bouteille, donc faut pas oublier de gratter ici. Hein. Cette vigne là, elle n'a pas vu de tracteur. Elle a vu qu'un cheval. Et Jocelyne et moi. Maintenant, ils sont dans les Rouges, à Volnay, une appellation prestigieuse. Je fais pas du vin avec les feuilles. Hein. Non, je sais pas, le seau que tu m'as donné, là, il était plein de feuilles. Ah, c'est à toi. C'est beau par rapport aux autres années, il y a une différence là. Ah là, ouais, il est magnifique. Là. Magnifique. Ces raisins sont magnifiques. Oui.
Pas de pourri, Pas de pourri, pas de grillé. pas de grillé. Ils sont bons mes raisins, hein? Ça va? C'est rare d'avoir surtout une homogénéité comme ça. C'est bien parce qu'on a des peaux épaisses, on a des pépins, il y a malgré tout du... Les baies sont pas trop grosses, donc elles sont pas trop gorgées de jus. Faire un bon vin, c'est entre guillemets relativement facile, mais après faire un très grand vin, c'est une accumulation de plein de petites choses. Mais moi je reste persuadé que la biodynamie fait partie de ces petites choses qui peuvent apporter un plus, quoi. Ce qui apporte un plus au-delà de la qualité des raisins, c'est de bien trier la récolte, ne pas laisser une feuille, ni le moindre grain abîmé, ne pas introduire de goût qui pourrait devenir désagréable. Ah bah là c'est magnifique, hein. Il n'y a rien à enlever là. Là c'est prévu, normalement c'est une table de tri, hein. Donc, mais là on n'enlève rien. Là c'est magnifique là. C'est sportif par contre. Hein. On a l'impression de faire un footing de 100 km en 10 minutes de... C'est parti. Les vendangeurs ont toujours un bon coup de fourchette. C'est la mère de Thiébaut qui assure au fourneau. C'est vous qui cuisinez pendant toutes les vendanges? Toutes les vendanges, oui. Ça pour et combien ça. de personnes? Eh ben, pour là aujourd'hui on est 35 ou 36, quelque chose comme ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé ce qu'était vraiment la biodynamie, donc je vais leur expliquer, je vous expliquer en 2 mots ce que c'est. La biodynamie, ça vit que sur des constatations. Il n'y a aucune explication technique, si tu veux, et rationnelle. Moi, je peux vous le dire et je vous montrerai certaines vignes, c'est flagrant. Mais par contre, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a mis 4 grammes à l'hectare un certain matin, un jour fruit, parce que la lune était dans le taureau et le soleil dans le lion. Parce que ça aussi, ça compte. Faut y croire, hein. Faut y croire. Ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Le 24 septembre, dernier jour des vendanges. Aujourd'hui, ils attaquent la parcelle grêlée. Il reste peu de raisins sur les grappes. Là j'ai perdu, je pense, plus de 80% de la récolte. Donc en 2 coups de grêle, bah, ça fait mal quoi, mais bon. C'est comme ça, ceci dit, quand on regarde après le résultat, il y a une grosse perte, mais bon, malgré tout il y a une super qualité. Et le fait d'avoir mis et de l'arnica, d'avoir poudré, d'avoir mis de la valériane, je suis convaincu que ça a eu un effet cicatrisant et qui nous a amené à avoir des raisins d'une qualité comme ça. Alors bilan de cette année sur le millésime? Ah super, très enrichissant. Ça m'a motivé à fond. C'est la première année, mais j'ai encore plein d'idées, plein de choses nouvelles que je vais appliquer, je pense. Ah oui, moi je suis là épanoui. Et ça, c'est des munitions, parce que ça se finit toujours par une petite bataille de raisins. Bon, on prend du raisin pas mûr. Hein. Donc, et puis comme cette année tout est mûr, hein, j'ai dû aller en chercher ailleurs. Donc voilà, donc on est obligé de ramener des caisses de raisins pas mûrs pour s'amuser. Allez, c'est encore pas fini. Il reste les dernières pointes là. Je t'ai vu, Jocelyne. Attention, hein, Jocelyne. Vaut mieux que tu t'en ailles, oui. Attendez, il y a une bonne caisse. Elle est mauvaise. Le chef à shampoing, c'est très bon. Comment ça, Enlevez-lui les lunettes, gentiment.
Ben, je déclare officiellement les vendanges 2005 finies. La 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 la. En 40 ans de vendange, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment sain, c'est parfait. Vous êtes fiers de Thibaut? Oh, bien sûr, ouais. Et son grand-père surtout doit être fier. C'est magnifique. Grand millésime. Magnifique. Oh! Merci patron, merci. Il est cuisinier. Merci patron, merci patron, merci. La biodynamie. Et on aime aussi les pissenlits. Et les orties aussi. On aime bien qu'ils mettent la bouche dans les cornes. Oh là là. Ça sent moins mauvais dans les vignes. C'est là, on peut les fermer tout à l'heure. Hein. Ils sont bons. Virginie a passé un été un peu euphorique. Convaincue que les grosses commandes allaient arriver, elle a modernisé son laboratoire et engagé 2 salariés. On va faire des tablettes lait, toutes celles qui sont là-bas, on les fera lait et on praliné noisettes et amandes. Ok? Et tu passes au caramel. Hein? C'est mieux comme ça. Là, tout a changé, Virginie. C'est beau, hein? C'est beau. Hein? Cet été, tout a été refait. Tout rose. J'ai pas encore réussi à les convaincre de se mettre en rose. Parce que maintenant, je travaille qu'avec des garçons. Alors justement, vous avez... Alors, j'ai mon chef. J'ai mon chef. Mickaël. Dont je suis très, 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 très contente. Hop. Elle a mis au point une nouvelle collection pour les fêtes de fin d'année. Et voilà. C'est beau. C'est beau, hein? C'est super. Hein? Ça, c'est les créations de Noël, ouais. Ça, c'est 2005. On a tout réaxé sur le plaisir, le gourmand, le vrai. C'est bon? Oh! On s'en fait? Ouais. On s'en fait une? Alexandre, t'as bien partagé une petite tablette? Ah, non mais... Voilà. C'est pas beau, ça? C'est pas la finesse du truc. Oh, Donc, pistache. c'est pâte d'amande pistache, pâte de fruits framboise fraîche. Non, magnifique là. Non, magnifique. Sublime. Mais Virginie a beaucoup plus dépensé qu'elle n'a gagné. Les contrats avec l'épicerie fine et le joaillier ne se sont pas concrétisés. Aujourd'hui, ses affaires vont très mal. Il y avait plein de commandes en cours et il y avait des choses colossales, il y avait des engagements et la rentrée était catastrophique. Tout s'est écroulé et tous les très gros contrats qui étaient censés faire vivre se sont complètement crachés. Les factures s'accumulent. Elle doit convaincre son banquier de ne pas la lâcher. Donc aujourd'hui, moins 23 423,90, et moins 11 000 euros. Combien? 11 000. Et moins 43 135,67 €. Mais sincèrement, là, on est dans une situation où on a quand même 100 000 euros de dette à venir. C'est énorme. Hein. Donc, il faudrait réussir à mettre en place... Il lui faut absolument obtenir un découvert pour tenir jusqu'à Noël. Là, concrètement, moi j'ai demandé 60, effectivement. Je suis pas sûr d'obtenir 60, hein. Je préfère vous le dire. Je vais l'appeler tout de suite pour voir avec lui exactement ce qu'on peut mettre en place, comment, etc. Sinon, il se passe quoi?
Moi, je dépasse. Vous faites quoi? Vous refusez l'échec? Ouais. Ouais. Voilà. On fait comme ça. Bon, bah bien la bonne journée. Hein. Ouais. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça me paraît pas possible d'arrêter pour ça. Enfin, c'est... je sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai plus de ressources. Moi, j'ai plus rien. Donc... je sais pas. Je sais pas. Mais c'est la fin, c'est... Ah non, non, c'est pas possible. Moi, je crève, c'est la fin. Je peux pas, quoi. Je vais faire quoi? Je vais retourner faire du secrétariat? Ah non. Ah non, non, non. Ève s'est accrochée. Elle a commencé un nouveau gavage et elle n'habite plus chez ses parents. Depuis sa fin de scolarité et son retour chez eux, elle souhaitait prendre son indépendance. Elle a fini par trouver une maison à 1 heure de voiture de la ferme et de ses oies. J'ai quitté mes parents, enfin. Enfin, oui, c'est agréable de n'avoir de compte à rendre à personne. Ici, de l'électricité, mais pas d'eau courante. Pas beaucoup d'eau. J'ai vécu pire pendant 7 ans. Alors, mes 7 premières années de ma vie, on a vécu dans une pièce beaucoup plus petite que ça, à 3 avec mes parents. Au début, ils ont acheté une très belle ferme, mais il n'y avait ni eau ni électricité. Donc, pour moi, là, j'ai du confort. Ce soir, elle pend la crémaillère. Elle a un invité. Dès que je sors du boulot, si je reçois qui que ce soit soit une amie, un ami, j'essaye de ressembler à autre chose à ce que je ressemble toute la journée, à une agricultrice. C'est bon. Encore un peu de bronzage. Il arrive. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, entre. Merci. Bon, ça va, t'as bien rangé. Un invité qui a trouvé qu'il n'était pas simple de venir jusqu'à elle. Enfin, c'est la route qui est pas pratique. C'est parce que tu sais pas la conduire? Non, mais quand même, t'as un sacré chemin à traverser, c'est des petites routes. Oui, mais j'aime ça. Ouais. Les lignes droites, c'est pas pour moi. Non, non, je suis très bien. Pour moi, je suis très bien. Après, si c'est vrai que je veux construire quelque chose, je suis dans la merde. Pardon. Malgré son premier échec, il y a 21 jours, elle a commencé son nouveau gavage, une 30aine d'oies. C'est ce matin qu'elle va savoir si elle a mieux fait que la fois précédente. J'arrive. Bon, ben, on va voir la première. Il a l'air joli, déjà. Voilà. Ça, c'est un joli foie. Ouais, il est magnifique. Là, c'est beau. Là, c'est très bien. Faudrait qu'elle soit toute comme ça. Ouais. Ça va? Il est très beau. Ah. Et il a l'air pas d'être bien, quoi. Il a l'air d'être très beau. Ouais. Donc celui-ci 740, c'est ce que je me disais. Je note. 1 kg 480. Ça, c'est un mastodonte. C'est ce qui généralement m'augmente ma moyenne, ce genre de fois. Voilà, ça c'est... Il faut cette couleur un peu pâle. Hein? Pour l'instant, elle a 940 grammes de moyenne. C'est carrément très très bien. Donc on peut lui dire. Sur les 16 premières oies, devine
La moyenne. 940. 940 avec les mères de Ikea. Tu peux être contente. Alors, on le croyait pas, hein? Non, je pensais pas. Bah écoute, c'est encourageant. Non, c'est très bien. Je suis très contente. Allez, tant mieux. Bon, en tout cas, c'est compatible de sortir le soir et de bien gaver les foies. Les oies. Merci, c'est gentil là. Ça me touche ce que tu viens de me dire. Je peux continuer alors. Sans abuser. La maman, elle est quand même fière de sa fille. Elle est cocotte. Non, c'est bon, c'est cool. Ouais, ça va. Et ton père aussi doit être content. À l'évidence, Ève a mieux perçu les besoins en maïs de chacune de ses oies. Les foies sont beaux. Pour savoir s'ils sont bons, il va falloir plus de temps. Les mettre dans des bocaux, les cuire, puis laisser les conserves se reposer pendant 2 mois. Deux mois plus tard... Donc c'est la première fois qu'ils vont être goûtés? C'est la première fois qu'ils vont être goûtés là. Parce que nous on les trouve toujours bons, mais après il faut voir les gens. Les parents de Ève ont demandé à des dégustateurs professionnels de venir goûter. Et 2 clips, c'est le poivre long. Voilà. Et il manque une petite assiette. Et là, voilà, c'est ce... Le mutok. C'est comme ça? Le mantok. Mantok. Moi, je le trouve excellent. Ah, mais vraiment excellent. Donc, Ève a bien travaillé. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'adore. Ah, c'est bon, c'est très bon. Moi, je trouve qu'il y a une onctuosité, une douceur sur la bouche, sur la langue, qui est très bien. Ils sont tous très bons, ils sont assez différents selon le foie et selon l'oie. On se retrouve avec des goûts différents, mais c'est tout très très bon. Hein. Tout est bien travaillé au niveau de la texture. C'est magnifique, quoi. C'est un très bon début. Bravo. Cette réussite a incité Ève à aller plus loin. Pour Noël, elle gavera une race ancienne, les oies grises de Toulouse, qui donnent des foies succulents. Coucou mes filles et les bébés. C'est bien. Les bébés. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est mes petites oies. C'est mes petites oies que je vais mettre en gavage pour Noël. Ah, mes petits pouces. Ils ont quel âge? Là, ils ont 3 jours. 3 jours. Elles sont toutes petites. Et elles sont très affectueuses. Là, c'est pour Noël. Ça sera les meilleurs foie gras que j'aurais jamais fait. Allez, filles. Il faut pas venir trop souvent parce qu'après, on s'attache. La place rouge, Moscou. David a toujours des soucis entre les algues et la sécheresse. Malgré tout, il est venu ici pour affaires. C'est un intermédiaire français qui l'a fait venir parce que les nouveaux milliardaires russes raffolent des fruits de mer. Je vais me rappeler de ce mot-là. Oh, mon ami. L'intermédiaire voulait lui faire rencontrer cet homme d'affaires qui les reçoit à dîner. Cet importateur d'origine tunisienne est installé à Moscou depuis 20 ans. Typiquement russe, hein. Oui, Et pour bien faire les choses, il a fait livrer des huîtres de David. J'aurais jamais imaginé que je me retrouverais un jour à Moscou en train de regarder mes huîtres dans un restaurant. C'est surprenant. Ouais. C'est incroyable. On va déguster les huîtres à la russe. Les huîtres David Hervé,
au caviar beluga. C'est bien ça, hein? David? Oui. Tiens. Ça y est. C'est pour moi ça? Ah, merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, Là, je suis très honoré, là. J'ai les mains qui tremblent. Il faut commencer par la vodka, cher ami. D'accord. À votre santé. À la vôtre, oui. Nazdarovia, on dit en russe. Nazdarovia. Alors. Chin. Nazdarovia. C'est bon ça, hein? Alors, David? C'est étonnant, mais le mélange du caviar, je connais pas bien le caviar, hein, mais c'est forcément très bon. Et le mélange du caviar et de l'huître, ça se marie super bien quand même. Hein. L'importateur veut obtenir l'exclusivité de la production de David pour toute la Russie. Pour parler affaires, il lui a donné rendez-vous le lendemain, dans ses entrepôts. Tous les produits de la mer qui se trouvent ici arrivent de France. Les milliardaires russes demandent le très haut de gamme. Chaque semaine, on fait vers 10 tonnes d'huîtres par semaine. Par semaine. Et qui viennent de France le plus souvent? Oui, à 99%. C'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Barre de ligne. Hein? Superbe. Superbe barre de ligne. De France? Ouais. Barre de ligne. Hein? L'heure des discussions. Merci Mehdi. Salut. Vous m'aviez dit que vous développeriez le marché des huîtres si je ne vous vendais qu'à vous. Ça nous permet d'être mieux positionnés, d'être mieux placés sur le marché. En revanche, moi ce que je veux c'est arriver à développer le nombre évidemment quoi. Donc sur combien de pièces par semaine on va pouvoir... on peut arriver sur la spéciale, là, on peut arriver à 70 à 100 bourriches par semaine. Ouais, c'est ça. Entre 3000 et 5000 huîtres par semaine. Oui. Donc d'un seul coup, ça devient un client très important pour moi. Ici, les huîtres sont vendues à l'unité, entre 4 et 7 euros pièce. Et à nos futurs business, affaires. Les affaires se présentent bien, mais David a toujours en tête ses problèmes de sécheresse et d'algues. Va-t-il pouvoir assurer ce marché? Mi-septembre. Les clairs ne paraissent plus encombrés d'algues. En fait, les crevettes ne mangent pas les algues, mais leur présence a bloqué le développement des herbes. Alors les crevettes, elles ont joué à leur rôle ou pas? Ah oui, si, elles ont joué leur rôle. Par rapport au 9 mai, quand elles sont arrivées dans les bassins, là, elles ont multiplié leur taille par, je sais pas, mais par 100, 200. Alors les algues disparues, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'elles ont joué pleinement leur rôle de nettoyeur. Elles ont remis de la matière en suspension, créé du trouble, hein, donc la lumière ne passe plus, les algues ne se développent plus. On ne voit pas à travers, il n'y a plus une seule algue. Elles sont définitivement éradiquées. On pêche ces crevettes impériales la nuit, car le jour, elles se reposent sur la vase. Ce n'est que dans l'obscurité qu'elles s'activent. Il y a des beaux bébés. Hein. Elles sont belles? Ouais, elles sont belles. Et elles vont atterrir dans des restaurants parisiens. Ah oui, c'est des crevettes nettoyeuses et gastronomiques alors. Et gastronomiques, oui, parce que c'est vrai qu'on les vend à des restaurants plutôt haut de gamme. Donc Gagnère, le Lutetia, la Cagouille, enfin des restaurants qui les servent après dans l'assiette. Cela fait 3 heures qu'ils ramassent les crevettes, lorsque, tout d'un coup, j'en reviens pas. Je crois que je pourrais rester toute la nuit sous l'eau là en fait. Tellement c'est le bonheur. Oh. Bah oui, c'est quand même un truc super étonnant.
Ça fait 9 mois qu'il n'a pas plu, il a l'air de vouloir pleuvoir. C'est la première fois qu'on a des gouttes un peu grosses, d'habitude c'était de la bruine. C'est génial. C'est génial. Faut que ça dure. On restera accroché là juste pour regarder si elle continue de tomber toute la nuit. Et il a continué de pleuvoir. Presque chaque jour. Presque tous les jours, David rend visite à ses parcs en mer. Au bout d'un mois, il a retrouvé le moral. Rien qu'en les manipulant, là, on les sortant de l'eau. Quand ça croustille comme ça, c'est vraiment un croustillement, hein, on sait qu'il y a de la croissance, quoi. Et ce bruit-là, il est révélateur d'huîtres qui se développent. À première vue, tout va bien. Elle croustille. On voit bien là hein, que l'huître se développe, ça veut dire qu'elles ont grandi tardivement, mais finalement tout arrive. À qui sait attendre? Ça c'est la règle dans la nature. Hein. On va voir. Ah non, ça va beaucoup mieux. Le sel était complètement... Ça nous empêchait de les manger, alors c'est bien. C'est bien. C'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. C'est très très bon. On peut y aller. On peut y aller, bingo. C'est parti. La pluie a continué de tomber régulièrement sur les Charentes. Pour certains ostréiculteurs de Marennes-Oléron, l'année 2005, qui s'annonçait catastrophique, va plutôt mieux se terminer. Sur les 30 petites oies que Ève a gavées pour Noël, 26 ont donné du foie gras. Moyenne 1 kg par foie, la perfection. Voilà Froufrou. Le banquier de Virginie a refusé de couvrir ses dettes. Il lui a laissé un répit pour qu'elle puisse vendre sa production. Sauf miracle, elle fermera son laboratoire en janvier 2006. Les premières dégustations du millésime 2005 sont très prometteuses. Thiébaut est conforté dans ses choix. Il veut aller plus loin. L'an prochain, il va traiter ses vignes au petit lait, au thuya, à l'ail et à la lavande.